Salut les amis, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir de l'actualité sportive mosellane. Et qui de mieux que Mathieu Anquinet pour m'accompagner. Salut Mathieu. Salut Baptiste, fidèle au poste. Toujours là, est-ce que ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu es prêt pour cette émission qui s'annonce incroyable? Je suis prêt, je suis même impatient. Allez, découvrons tout de suite le sommaire. Avant de développer toutes ces actualités, faisons un point sur les autres résultats du week-end. C'est l'heure du récap sport signé Tim Girard. Salut les amis! Alors, on est allé courir, on est allé marcher, on est allé soutenir sa mère, sa sœur, sa femme lors de la 9e édition de la Messine. Et ouais, la marée rose a de nouveau inondé les rues de Metz et qu'est-ce que c'était fort, qu'est-ce que c'était beau à voir. Un spectacle magnifique. Mais il n'y avait pas que de la course dans l'actualité sportive mosellane. Il y avait aussi le Final Four mosellan de futsal organisé par le district mosellan de football. L'UL Plantière a triomphé en battant en finale l'équipe de Bellecroix, 5-5 dans le temps réglementaire, puis 5-4 au tir au but. Eux aussi sont champions, une semaine après le couronnement en Eurocup 2 qui a permis au club d'inscrire une première ligne à son palmarès. Les Red Dragons ont remis le couvert à Antibes ce week-end pour remporter la Coupe de France. Pour y parvenir, l'équipe de Joseph Jaglowski a dû se défaire du Puy-en-Velay, puis de Meaux en demi-finale avant de corriger le Canet 71-52. Un doublé savoureux avant peut-être un triplé en championnat. Et là, je suis triste. Finito. Hugo Humbert, mon chouchou, n'a pas su saisir sa chance lors du premier tour du Masters 1000 de Madrid. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. Repêché des qualifications suite à la blessure de Taylor Fritz, le Messin opposé au Canadien Denis Shapovalov n'a pas fait le poids et s'incline 7-6, 6-3. Shapovalov affrontera Murray au tour suivant. Handball maintenant, ça y est, Sarrebourg Handball est officiellement maintenu en Pro League grâce à sa victoire à Valence, 33-29. Wow! Les champions de Christophe Bondan n'ont laissé aucune chance aux Dromois en quête d'un maintien. Ronan Comte-Prat et Lucas Hubert ont inscrit tous les deux 7 buts et le gardien, Yvan Pagnan, a réalisé 13 arrêts. Avec ce succès, les Mosellans confortent leur 11e place juste derrière, à 1 point de Caen. Prochaine rencontre samedi au gymnase de Coubertin face à Nice. Un match à suivre en direct et en exclusivité sur Moselle TV, évidemment. Prise d'antenne à 20h20. Et breaking news! Information Mercato. Metz Handball a frappé un grand coup sur le marché des transferts en recrutant Andela Zagar, 17 ans, arrière droite d'1m94. Elle est présentée comme la meilleure au monde à son poste et à son âge, et selon Thierry Weisman, elle sait tout faire. La Croate évoluera entre le centre de formation et l'effectif professionnel comme doublure de Louise Burgard et pour compenser l'indisponibilité d'Emma Jacques. Joli coup. Merci à toi. Et on termine avec du basket. Les canonniers ont fait une mauvaise opération en s'inclinant en Alsace 91-77 face au VOSB. Avec cette défaite, les Messins loupent le coche pour verrouiller la 2e place synonyme de play-off pour la montée. Il leur faudra battre Juvisy ce week-end à domicile pour sécuriser définitivement leur position au classement. Voilà, c'est tout pour les actualités sportives, mais n'oubliez pas, prenez l'air, allez courir un peu, il fait beau, profitez-en, on sait jamais quand il pleut ici. Ciao!
Mathieu, les joueurs de Richard Pagna sont décidément inarrêtables, que ce soit dans les gymnases ou sur le rectangle vert. Ouais, c'est un club qui se donne les moyens d'avoir de jolis temps forts dans sa saison. On se souvient du match de Coupe de France contre Nancy à Saint-Symphorien qui avait fait un peu lever les foules. Eh bien, c'est encore un autre temps fort qu'ils ont vécu cette fois-ci en futsal. Et on espère que ça va continuer pour eux parce que c'est une équipe qui a vraiment de l'envie. Et qui peut peut-être monter en Régional 2 à la fin de la saison. Ouais, c'est ce qu'on leur souhaite. Après tous ces temps forts, d'essayer d'aller concrétiser avec une montée, ce serait formidable. Allez, passons tout de suite au premier thème du soir, la course de côte d'Abrèche-Villers, Saint-Quirin. DV6, DV8 ont rugi tout le week-end à Abrèche-Villers-Saint-Quirin lors de la mythique course de côte qui fêtait ses 50 ans. Alors Mathieu, avant de continuer, qu'est-ce que la course de côte ? Alors vous l'aurez compris, c'est une course automobile. C'est un contre-la-montre tout simplement avec un dénivelé qui est important. C'est technique, c'est rapide et c'est aussi spectaculaire pour les gens qui étaient autour de la piste. Et oui, ce week-end, cette 50e édition a tenu toutes ses promesses, tant sur le succès populaire que sportif, avec de très belles batailles et surtout des records qui sont tombés. Je vous propose de revenir sur ce week-end en images. Des pointes à 250 km/h, un dénivelé total de 105 mètres, une épingle et une parabole à négocier. Voici le terrain de jeu de cette troisième manche de course de côte d'Abrèche-Villers-Saint-Quirin. Sur le tracé le plus court du championnat de la montagne, 2100 mètres, la vitesse, la technique et la prise de risque sont les ingrédients indispensables pour s'imposer. La lutte est acharnée entre les 163 pilotes partant lors de cette 50e édition. Alors ici, oui, c'est un tracé, alors aux premières vues, quand on fait une reconnaissance, on se dit c'est un parcours qui est rapide, il n'y a rien de spécial, et en fait non, il est très technique, il faut garder un rythme soutenu. La moindre erreur, on le paye cash. On le paye cash parce qu'en fait ça grimpe, c'est rapide et pour la relance, comme je dis toujours, si on se plante un petit peu sur l'appui, sur le virage, il faudrait 1000 chevaux pour redémarrer. Ah bah c'est typique de la course de côte, hein. C'est ce que le 400 mètres, voilà, l'athlétisme. Donc c'est ce qu'on recherche, être à 100% dès le départ, quoi. Après une journée d'essai le samedi, les pilotes se sont lancés à 3 reprises à la conquête du meilleur temps et du record du tracé mosellan. Établi en 47 secondes 405 centièmes en 2018 par Geoffrey Schatz, l'exploit sera signé cette année par Damien Chambérod dans sa dernière montée en 46 secondes 889 centièmes. Un record permettant à l'Isérois de s'imposer dans la catégorie sport. Eh ben écoute, j'ai fait un super départ déjà. Et du coup, dans la tête, c'est vrai que tout de suite, ça met en confiance. Et puis, tout s'est enchaîné très vite, très bien. J'avais une très bonne auto. On avait beaucoup bossé sur la voiture avant de venir. Et un super feeling, la piste chaude parce qu'il a fait soleil en début d'après-midi. Et tout était réuni pour faire un super temps. Et c'est une montée parfaite, on va dire. Ce nouveau record auréole cette 50e édition de la mythique course mosellane qui atteint toutes ses promesses. 3 jours de fête avec la présence de plus de 2000 supporters, un engouement retrouvé après 3 années d'absence. Dans une course, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, la liste des engagés, la météo et puis les spectateurs. Et puis il se trouve que les planètes se sont alignées et pour les 3 paramètres, pour les 3 variables, eh bien ça a été un succès total. Ça ramène beaucoup de monde. Après voilà, avec les années qu'on a vécues avec le Covid, ça fait plaisir de tous se retrouver. Hein, et puis effectivement, ça amène de la vie au village. Les moteurs sont maintenant coupés, les équipes reparties aux 4 coins de la France. La bourgade d'Abrèche-Villers retrouve sa quiétude habituelle. C'est dans la Manche que les protagonistes du championnat se donneront prochainement rendez-vous pour la course de côte des Torstereux-Valagno. Mathieu, on l'a vu dans ce reportage, la course n'a pas eu lieu pendant 3 ans dû au Covid. Comment est-ce que les organisateurs sont arrivés à faire revivre cette course mythique ? Comme pour de nombreux autres organisateurs d'événements, c'est une véritable bataille de remettre les choses en route, de redémarrer les choses qui ont été arrêtées. Et on sentait qu'il y avait vraiment une impatience aussi bien du côté du public que des pilotes, que des exposants, toutes les personnes qui pouvaient y avoir autour de cet événement, de pouvoir revenir et de remettre le bleu de chauffe et repartir en piste. Et ça a été une vraie réussite.
Et on sent qu'en Moselle, il y a vraiment des fans de sport mécanique. Oui, et puis c'est un type de sport qui est assez peu mis en avant dans les territoires. On pense toujours aux grandes courses, aux grands événements. Et bien, il y a aussi de beaux événements qui ont lieu dans nos régions, et ça en fait partie. Et puis on le voit, puisqu'il y a une certaine longévité, malgré le Covid qui avait mis un cran d'arrêt. Là, ça y est, on est reparti, et ça fait vraiment plaisir à voir. Si le combat était bouillant à Brèche-Villers, il l'était aussi à Bérennes-les-Forbach avec le gala de boxe. Ce samedi soir, c'était le round 1, le premier gala de boxe à Bérennes-les-Forbach après 30 ans d'absence. Proposé par le Boxing Club de Bérennes, l'objectif était de redonner ses lettres de noblesse à ce sport très ancré dans le quotidien des habitants de Bérennes-les-Forbach. Et le point d'orgue de cette soirée était le combat professionnel entre Frédéric Cousy et le Berrinois Jonathan Kinner, qui avait annoncé ranger les gants après son combat. Je vous propose de revenir sur ce combat. 23h45, 500 supporters grisés par le spectacle proposé lors du round 1 n'attendent qu'un combattant, Jonathan Kinner. Le Berrinois de 39 ans, aux traits fermés, les yeux noirs, s'avance, transperce les flammes et pénètre sur le ring. Dans le coin bleu se dresse face à cette montagne d'1,78 m Frédéric Cousy de Cernay. Le moment est unique pour Jonathan Kinner qui va raccrocher les gants après les 6 rounds de 3 minutes. Le protégé de Joseph Calram a collectionné les titres en pied-point avant de se lancer en boxe anglaise en 2018. Avec une victoire, un nul, 9 défaites dans cette catégorie, le boxeur de 39 ans commence à accuser le coup. Une fin de carrière au plus haut niveau sonne comme inévitable. Déjà l'âge, et après la récupération c'est plus pareil. Les diètes, les entraînements, ça commence un peu à être dur. Pour cet amoureux de la boxe, l'ultime bataille se jouera face à Frédéric Cousy, un combattant qu'il a côtoyé et battu au niveau amateur. La revanche s'annonce exquise et tous les coups seront permis. C'est quelqu'un c'est un vaillant, je dirais, un guerrier aussi. Je le vois comme ça. Le combat en pied moyen est pur et offensif. Il n'y a eu aucun accrochage entre les deux guerriers. Frédéric Cousy a été déclaré vainqueur au point, 58-56, mais Jonathan Kinner aurait pu bénéficier d'un match nul, pas illogique tant la différence entre les adversaires était minime. Je sais pas, je pense que les arbitres ne doivent pas nous aimer parce qu'ils ont volé beaucoup de combats ce soir. Donc je pense que ça vient de l'arbitrage. Après voilà, on peut rien faire, on peut pas revenir en arrière, hein. C'est fait maintenant, voilà. L'entraîneur du Boxing Club Bérennes, Joseph Calram, plus pragmatique, admet le verdict. C'est un combat serré, mais on le perd, c'est juste, décision juste. Il nous a manqué un peu d'agressivité, surtout je voulais qu'on travaille sur les changements de rythme, ce qu'il n'a pas fait. Pour l'amoureux des rings, la retraite ne sera pas pour ce soir. Touché dans son orgueil et battu devant ses supporters, Jonathan Kinner aspire déjà à une revanche sur les terres alsaciennes de Frédéric Cousy. Mathieu, si Jonathan Kinner brille en kickboxing, c'est plus difficile en boxe anglaise. Oui, après c'est toujours compliqué ces changements de discipline. Quand on brille dans une discipline un petit peu plus, on va dire, complète, c'est-à-dire dans le sens où on utilise tout son corps et qu'on va vers une discipline comme la boxe qui est vraiment très technique et très précise en utilisant uniquement les poings, c'est toujours un petit peu délicat de vraiment s'adapter et c'est probablement aussi ce qui pose problème dans cette transition parce que c'est un grand champion par ailleurs et forcément la transition a été délicate. Et c'est un grand champion qui ne veut pas raccrocher les gants, on l'a bien vu dans le sujet, il veut cette revanche. Il y avait un doute qui planait, mais malgré tout, les grands champions c'est ça aussi, c'est cet esprit de revanche et toujours vouloir aller au fond des choses et voilà, on n'a pas envie de finir sur une défaite, dans tous les cas, on veut toujours finir en haut et on lui souhaite de réussir à le faire. Restons dans les sports de combat, Mathieu, si tu le veux bien, pour revenir sur l'après-midi découverte à Hombourg. Les sports de combat étaient à l'honneur samedi après-midi au dojo du collège Robert Schuman à Hombourg. Dans le cadre de Moselle Terre de Jeux, la municipalité a organisé une après-midi découverte des arts martiaux et des sports de combat. L'occasion de promouvoir cette pratique, de pousser les jeunes à reprendre le sport et surtout de faire monter l'excitation à 2 ans des Jeux. Hombourg part au combat. Boxe, judo, lutte, taekwondo. Ces sports olympiques ont été mis à l'honneur samedi après-midi au dojo du collège Robert Schuman. Des disciplines de combat qui ont séduit et trouvé leur public.
C'est trop bien et merci à eux. On peut passer l'après-midi avec nos copains et faire des activités et tout. Et je trouve bien. Je trouve ça assez bien ce qu'ils ont fait pour tout le monde, pour les enfants et tout ça, et c'est vraiment bien. Ces combattants d'un jour étaient encadrés par de nombreux clubs locaux, mais aussi ceux des villes avoisinantes, de Saint-Avold à Stirin-Wendel. L'objectif, faire découvrir ces sports et susciter, pourquoi pas, des vocations. C'est bien de venir là, de montrer, d'expliquer, de faire essayer, pour qu'après, nous, on récupère des licenciés. Pouvoir partager ça, c'est aussi donner la possibilité à certaines personnes qui ont un peu peur de commencer le judo, commencer vraiment de manière un peu plus adaptée, on va dire, tranquillement, pouvoir après se diriger vers les différents arts martiaux. Homboro est la dernière ville de Moselle à obtenir le label Terre de Jeux. Une distinction permettant de changer le quotidien des habitants grâce au sport et d'offrir au plus grand nombre l'occasion de vivre l'aventure olympique et paralympique dès maintenant. Il faut qu'on cultive cet esprit-là, cet esprit du sport, cet esprit de vouloir faire du sport différents sports. Et c'est pour cette raison-là que la ville investit aussi énormément dans les infrastructures sportives avec des gymnases et les aires de jeu, les terrains multisports. Voilà, donc tout ce qui fait pour que justement on ait une jeunesse qui soit épanouie en faisant du sport. Ce premier coup de projecteur en appelle d'autres dans les 2 années à venir. Les sports collectifs seront à l'honneur lors d'une prochaine manifestation, en attendant le passage de la flamme olympique à Homburo. Mathieu, merci d'être venu dans Moselle Sport. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Tu cèdes ta place à notre invité de la semaine. Il s'agit de Loïc Belguise, l'entraîneur de Metz TT. Loïc Belguise, l'entraîneur de Metz TT, m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Alors tu n'es pas venu les mains vides, tu es venu avec la médaille, le trophée et le fanion de championne de France 2022. Félicitations pour ce trophée et ce nouveau titre de championne de France. Alors, vous avez battu en finale l'Entente Saint-Pierre sur un score sans appel, 3-0 au match aller, 3-0 au match retour, que 7-7 perdus durant ces 2 rencontres. On peut le dire, c'est une saison historique pour Metz TT. Oui, effectivement, un titre peut-être le moins attendu de nos 4 en début de saison. Maintenant, on a réalisé un parcours vraiment de grande qualité, surtout à partir des playoffs. Et historique, oui, puisque c'est notre 4e titre en 8 ans. Et donc, c'est quand même, on devient le 2e club le plus titré derrière Montpellier, qui a, je crois, 12 titres de championne de France. Donc maintenant, on est le 2e club le plus titré au niveau des dames en France. Tu le disais Loïc, ce titre, cette victoire n'était pas du tout imaginable dès le début de la saison. Sur la phase régulière, vous avez terminé 4e avec 3 défaites. Est-ce qu'on s'attendait à performer et à avoir ce niveau pour les playoffs et à aller gagner ce titre de championne de France ? Alors oui, en début de saison, j'aurais signé tout de suite pour avoir ce titre de champion de France. Maintenant, les objectifs, on essaye de placer les objectifs toujours assez haut. Avec l'objectif, c'était de terminer dans le top 4, avec aussi des objectifs en Coupe d'Europe. Je sais que j'ai une équipe dans une phase régulière où il faut, comme c'est une équipe jeune et très compétitive, qui adore ce côté compétition avec des objectifs, dans la phase régulière, c'est toujours un peu plus dur à aller pousser. Mais quand elles n'ont pas vraiment le challenge, c'est plus difficile pour elles. Voilà, donc la pression et la phase régulière est toujours un peu plus compliquée pour nous. Maintenant, je savais que dans la phase des playoffs, à l'image de la saison dernière, donc je savais qu'elles seraient présentes, car elles aiment ce type d'événement de match coup près. Tu es arrivé à la tête de l'équipe féminine il y a 11 ans. Et en 11 ans, tu as ramené 4 titres de championne de France. Comment, toi, personnellement, tu vis ça ? Est-ce que tu te rends compte de l'histoire que tu es en train d'écrire avec Metz TT ? Ouais, je me rends compte qu'en janvier 2011, quand j'ai repris l'équipe, puisque avant c'était la mère de ma fille qui coachait l'équipe et qui était enceinte de ma fille, donc on était avant-dernier du classement. Et puis on s'est maintenu à la dernière journée du championnat, contre d'ailleurs Saint-Quentin. Et ensuite, on a mis en place une politique sportive sur le club en essayant de gravir les échelons petit à petit.
avec un recrutement adapté avec nos jeunes françaises de l'époque pour essayer de stabiliser le maintien en pro, puis aller chercher un podium. Et puis ensuite, on a passé quand même l'étape supplémentaire avec l'arrivée de Vujado et de Fouillou, où on a atteint ces 3 titres consécutifs en 2015, 2016, 2017. Tu parles de Gia Diouvou, elle a gagné 3 titres de championne de France avec Metz TT. Vous êtes liés tous les deux dans cette histoire de Metz Tennis de Table. Oui, Doudou, elle rejoint, on va dire, Fouillou et Yulni Schreiner avec les 3 titres, puisqu'elle a obtenu le titre en 2015 et 2016, et ensuite elle a arrêté pour grossesse, et elle a pris le temps déjà d'élever son enfant et de prendre le temps de revenir, donc elle a eu 2 ans d'arrêt, et donc elle a repris simplement la saison dernière, et 1 an après, Mais tu t'attendais à ce qu'elle ait ce niveau-là, cette saison ? En fait, comme la saison dernière, son début de saison, et je pense que c'est un peu logique par rapport à son âge et aussi au manque de compétition internationale, puisqu'elle ne joue plus au niveau international. Donc, entre la coupure de fin de saison et la reprise de championnat, le manque de rythme, voilà. Et au fur et à mesure, avec son expérience, avec son professionnalisme, qui est un exemple quand même, je souligne quand même un exemple pour nos jeunes, que ce soit dans l'équipe féminine et aussi sur le centre de formation au quotidien, elle rattrape le niveau, et c'est une fille qui a énormément d'expérience, et ça se revoit dans les moments importants comme les playoffs ou la Coupe d'Europe. Je le disais, vous avez une armoire à trophées bien remplie. En plus des 4 titres de champion de France, vous avez une ETTU Cup glanée en 2018, et on peut ajouter à ça 2 demi-finales de Ligue des Champions. Tu te rends compte de ce travail ? Tu mesures le travail accompli sur la scène à la fois nationale et européenne ? Oui, bien sûr. Avant, on était un grand club en France. Maintenant, on est référencé maintenant aussi en Europe. On se stabilise dans le top 4 depuis la 2e saison consécutive, mais on va dire qu'on fait partie des 6 meilleurs clubs, je pense, en Europe au niveau féminin. Maintenant, c'est bien, c'est beau. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut avoir des objectifs encore plus hauts pour avancer et aller chercher encore d'autres résultats dans les années futures. Je le disais en ce début d'émission, c'est une saison historique pour Metz TT, puisque vous avez ce titre de championne de France et une demi-finale de Ligue des Champions, la 2e d'affilée. Est-ce que tu te rends compte du travail accompli en Ligue des Champions pour faire partie des 4 écuries européennes, des 4 meilleures écuries européennes ? Oui, alors pour une fois cette année, le tirage en quart de finale, on n'est pas tombé sur notre bête noire, puisqu'on a perdu, je ne sais plus, 4 fois contre Linz en quart de finale. Donc on a su saisir notre chance, et on a joué un club français. On a gagné difficilement 2 fois 3-2. Voilà. Et je me rends compte du travail accompli de ces dernières années, puisqu'avant on échouait toujours aux portes du top 4. Maintenant, on vient de réaliser 2 fois d'affilée. Maintenant, on sait que l'année prochaine, on sera attendu, et le recrutement des autres équipes, pour l'instant, je ne le connais pas, à part quelques rumeurs au niveau international. Mais les 3 équipes dans le top 3, les Polonaises, Berlin, Linz, sont vraiment au-dessus, et c'est pas facile d'aller les chercher, quoi. Qu'est-ce qui manque à Metz TT pour être au niveau de ces grandes écuries européennes comme Berlin et Linz ? Soyons clairs, le budget de ces équipes-là, ça réunit en gros mon équipe pro dames et pro B messieurs sur une seule équipe. Donc avant tout, on n'a rien à envier à ces équipes-là sur la structure du club. Je pense bien sûr de l'expérience pour nos joueuses, mais bien sûr il nous manque un budget par rapport à ça pour avoir une fille dans le top 20 mondial et pour aller chercher un titre européen. C'est un des objectifs que je veux mettre en place sur la 4-5 ans à venir, c'est d'aller chercher avec nos jeunes déjà une finale de Ligue des Champions, donc de bien les entourer, de bien prendre le temps de les former et ensuite progresser step by step.
Pour réaliser cette saison historique, tu t'es reposé sur un trio infernal, le trio Adina Diaconou, Maria Telakova et Gia Diovu. On l'a vu, ce trio est monté en puissance durant la saison pour devenir un trio qui est craint et surtout imparable en Ligue des Champions et en championnat. Oui, alors après, en discutant avec les coachs français au début de saison, on ne voit pas notre équipe quand on est en interne de la même façon de l'extérieur. Moi, je vois aussi les autres équipes où je pense que cette année, les favoris étaient Saint-Quentin et Étival. Maintenant, pour être en relation étroite, souvent avec Jérôme Imbert, qui est le coach d'Étival, il me disait régulièrement qu'on avait une équipe solide et régulière surtout. On n'a peut-être pas une numéro 1 top 30 mondiale. Par contre, j'avais 3 filles. Homogène, voilà. C'est ça. Sans oublier aussi Dina Meshrev, j'avais 4 filles qui étaient capables de gagner des matchs contre tout le monde. Voilà. Et c'est ce que l'équipe a pris, on va dire, son rythme à partir de la Toussaint novembre. Et vraiment, après, à partir de la phase de la Coupe d'Europe, la phase de poule, en janvier, on a vraiment trouver un rythme donc de croisière. Le déclic, c'est grâce à la Ligue des Champions et cette envie d'aller battre les l'enchaînement des matchs est compliqué, mais souvent, en fait, la victoire amène la confiance, le rythme et tout ça. Moi, je ne suis pas partisan du slogan « on apprend dans la défaite ». Pour moi, on n'apprend que dans la victoire. Pour réussir, tu t'es appuyé sur une recrue de marque, la jeune russe Maria Telakova, qui était un pari à l'intersaison. Elle a porté l'équipe Messine, notamment sur des 5e matchs qui étaient très serrés. Comment tu l'as vu évoluer, cette jeune russe ? Alors pour moi, avant tout, oui, c'est moi qui l'ai recrutée. Comme pour Dina Meshrev, j'ai recruté 2 joueuses parce que j'avais pas un budget pour recruter une très forte, donc il fallait faire un pari, de prendre 2 joueuses pour un peu tourner et avoir une équipe compétitive. Maintenant, à aucun moment j'ai douté de la performance de Maria, puisque je connaissais son niveau de jeu au niveau international, et maintenant son adaptation au club m'a surpris, sa maturité et puis sa capacité à rebondir pendant les événements. Et ça, à 21 ans, tout juste 21 ans, là, au mois de mars, c'est quand même une qualité qui est remarquable pour une jeune de son âge, et je pense qu'elle a encore une grosse marge de progression, et effectivement, c'est la satisfaction de la saison. Maintenant, Adina aussi, Doudou, régulière, très bonne saison, et Adina a joué un rôle cette année en tant que numéro 1. Leader de cette équipe. Leader de cette équipe, et qui a fini quand même à 75% de matchs gagnés sur la phase régulière. Donc, tu parlais du recrutement de Maria et de Dina. Dina, c'est un peu plus controversé cette saison, elle a fait presque qu'une demi-saison. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu performer au sein de l'effectif messin ? Alors, donc déjà pour parler de Dina, donc dans son contrat, il était dit qu'elle ne jouerait qu'entre 10 et 12 matchs à l'année. Donc on a respecté le contrat mis en place. Après, il y a eu plusieurs choses, c'est que j'ai toujours eu cet état d'esprit, je fais jouer l'équipe qui me paraît la plus forte au moment venu et la plus compétitive pour aller chercher les résultats. Et son absence au mois de janvier avec le pass vaccinal aussi, puisque qui a joué beaucoup, elle n'a pas pu être là. L'équipe a tourné. Et après, c'était impossible de sentir les trois joueuses qui étaient présentes. Et d'ailleurs, je l'ai encore eu par SMS hier, Dina. On l'a vu, elle a soutenu l'équipe, elle était derrière le collectif. Projetons-nous sur la prochaine saison. Est-ce que tu repars avec ce trio ? Et on sait que Pauline Chasselin, une ancienne du club, va rejoindre ce trio. Est-ce que tu nous confirmes la présence de ces 4 joueuses ? Oui, je vous confirme que Adina Diaconou a re-signé pour 2 ans, que Doudou a reconduit son contrat et que Maria également. On recrute donc Pauline Chasselin qui a signé également un contrat de 2 ans. Donc après son départ, refait un peu son retour, même si elle a toujours été un petit peu là, puisqu'elle s'entraîne tous les jours avec nous au quotidien. Donc une relation étroite depuis quelques années avec Pauline, et qu'on est content de son retour parmi nous.
Et est-ce qu'il y aura une 5e joueuse qui oui, peut potentiellement arriver? Il y aura une 5e joueuse que on va annoncer dans les jours qui suivent, mais une joueuse. Quel est un peu son profil? Est-ce que c'est de la jeunesse, de l'expérience? Une joueuse qui est assez jeune, mais qui a un niveau top 60 mondial. Et l'objectif, en fait, il est très clair, c'est que le circuit international est devenu maintenant une machine de guerre avec des déplacements dans tous les sens, et que si on veut que Adina et Pauline progressent pour avoir leur objectif d'aller aux Jeux Olympiques, il va falloir avoir des phases de récupération, mais surtout d'entraînement beaucoup plus grandes, et ça passe par un effectif donc plus conséquent et compétitif. De la rotation au sein de l'équipe. Merci Loïc d'être venu dans Moselle Sport. Félicitations pour ce titre et cette demi-finale de Ligue des Champions. Et on peut se dire à la saison prochaine. Oui, merci pour votre invitation et puis votre soutien. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Je vous embrasse.